Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire qui va porter sur les enjeux, les leviers de la logistique et la transformation et la distribution des légumineuses à graines. Donc, moi, c'est Trévis Sado. Je suis chargé de mission en filière protéines végétales au service innovation, recherche et développement à la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Donc, le présent webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Philolec, donc le cadre de légumineuses à graines, qui est un projet qui vise à la structuration des filières légumineuses à graines dans les Hauts-de-France. Donc, je voudrais remercier quand même d'entrée M. Adrien Delepelay, Yann Bertin et Laurent Desmaziers pour avoir accepté d'intervenir lors de ce webinaire-là. Donc, pour ce qui est du programme du webinaire, nous aurons dans un premier temps l'intervention de Foodbiome avec M. Adrien Delepelay, l'intervention de Chronique équitable par M. Yann Bertin et enfin l'intervention de M. Florent Desmaziers pour Vivien Paille. Normalement, par défaut, nous avons les micros qui sont fermés, mais vous voudriez bien les fermer au cas où vous rejoignez après ou la fausse manipulation, ça s'ouvre, comme j'ai l'impression que c'est le cas pour quelqu'un là, pour éviter les interférences quand même lors de la présentation des différents intervenants. Je notifie quand même que le webinaire il est enregistré et que vous auriez aussi également accès aux présentations qui vous seront envoyées. Donc, le replay du webinaire sera disponible sur la page YouTube de la Chambre, mais le lien le replay vous sera aussi également envoyé. Donc, sur ce, sans plus tarder, je vais commencer par passer les diapos. Et Monsieur Adrien Delepleur pourra nous faire part de sa présentation. Ah, juste une dernière précision aussi, veuillez poser vos questions dans le chat lors des diverses interventions que je vais reprendre ensuite. Et au besoin, vous pourriez toujours ouvrir vos micros et intervenir ou échanger avec les divers intervenants une fois ils auront fini leur présentation. Merci. Bonjour à tous, enchanté et merci beaucoup Trévis et merci à la Chambre d'agriculture de Hauts-de-France pour cette invitation. Pour la première intervention, moi, je vais vous parler plutôt de sujets de transformation, de cuisine et de réseau d'ateliers de transformation. Quelques mots sur nous pour commencer, si vous passez à la slide suivante, Trévis. Oui. Foodbiome, c'est une entreprise à mission qui travaille sur le développement des chaînes alimentaires locales, des circuits de proximité. On a un petit peu moins de 4 ans. On a deux métiers, un métier de bureau d'études conseil où on accompagne des acteurs publics et privés sur du montage de projets d'ateliers de transformation logistique, de circuits courts, de filières alimentaires locales, de PAT pour des acteurs publics et privés. Et un deuxième métier de financement et de création d'entreprises dans le domaine des circuits de proximité. Vous pouvez voir ici les startups qui sont en portefeuille, qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, qui va du maraîchage à la logistique, à la transformation du végétal, transformation des produits laitiers et la formation des chefs. Le tout au service d'une ambition commune de changement d'échelle des circuits de proximité. Donc on est ravis de pouvoir participer aujourd'hui à ce webinaire qui vise à discuter des conditions de faisabilité de la création de filières de légumineuses locales à graines. Pour commencer le propos, peut-être vous donner d'abord quelques chiffres sur le marché des légumineuses, si vous passez sur la slide suivante. Hop, et encore après, sur la consommation, donc c'est des choses que vous connaissez peut-être, mais juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Donc là, vous avez la consommation, c'est une moyenne sur la consommation mondiale entre 1960 et 2010. On voit que la consommation de céréales et de légumineuses a très fortement diminué, alors que les produits sucrés et riches en graisse ont fortement augmenté, que la part de viande aussi a triplé, que les fruits et légumes ont fortement baissé, et que les produits laitiers et les œufs ont aussi augmenté. Et plus spécifiquement sur la France, la consommation de légumes secs a été divisée par 4 en près de 50 ans. C'est un petit peu plus que ça. Si on regarde sur un siècle, alors je crois qu'on consomme à peu près 1,5-1,7 kg de légumes secs par Français par an, alors que c'était un peu plus de 7 kilos il y a un siècle. Donc il y a une vraie tendance à la baisse et cette consommation-là, elle s'est substituée par la consommation de viande, de poisson, d'œufs, de produits laitiers et de produits riches en sucre. Donc tout le monde
prône et en particulier dans la Restauco le fait de devoir consommer plus de légumineuses, mais la réalité du terrain, c'est que la consommation, elle est plutôt à la baisse. Si vous passez à la slide suivante. Et pourtant, quand on regarde les cuisines dans le monde entier, et c'est aussi tout à fait vrai en France, l'association céréales et puis légumineuses, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit dans le chili con carne, que ça soit dans le couscous avec la semoule et les pois chiches, dans les tacos au Mexique, dans les dalles de lentilles. On retrouve dans toutes les cuisines du monde des plats typiques de ces régions-là qui associent céréales et puis légumineuses pour des coûts qui sont très très compétitifs, parce que là c'était issu d'une étude Manger bio, c'est pas du luxe, que pour 20 grammes de protéines, on peut s'en sortir pour à peu près 2,10 € qui combine, enfin pour 0,50 pardon, pour l'association céréales et légumineuses versus 1,60 € pour la viande non bio. Donc c'est aussi un moyen de manger à sa faim, de manger varié sans que ça coûte nécessairement plus cher. Et ça, c'est associé avec, si vous passez à la slide suivante, la possibilité de faire des assemblages assez variés, parce que alors, ici la liste est assez exhaustive entre les céréales et les lumineuses. Alors on ne produit pas forcément de tout dans les Hauts-de-France, mais ça peut vous donner le champ des possibles, de ce qui est possible de réaliser quand on souhaite marier culinairement parlant de la céréale et de la légumineuse. Et le champ des possibles est extrêmement vaste. Et pour vous donner quelques exemples, on a illustré ça sur la slide suivante, de ce qu'on pourrait faire, par exemple, avec un plat de bolognaise lentilles et qui revisite la lentille, enfin, qui revisite le plat de bolognaise classique avec une préparation à base de lentilles, oui, donc avec des choses qui sont parfaitement, enfin, qu'on trouve parfaitement dans son frigo, qui sont produites en France. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui est assez facile à réaliser. Ou encore, si vous passez à la slide suivante, un exemple sur un steak végétarien pour une centaine de personnes. Ça, c'est un test réalisé dans un collège dans le Grand Est à base de haricots blancs. Et le message à passer ici, c'est en fait qu'on peut cuisiner des légumineuses de façon très, très savoureuse, sans nécessairement avoir besoin de les maquiller dans des substituts de saucisses, dans des substituts de viande, qui a tout un répertoire culinaire qui est à explorer, qui est encore assez peu exploré pour faire des choses très, très, très bonnes, sans nécessairement chercher à développer des produits qui ressemblent à de la viande, mais qui n'en sont pas. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est acheté dans la restauration collective, si vous passez à la slide suivante, on voit aujourd'hui, donc ça c'est des données issues de l'Observatoire Oléoprotéines de Terre Univia de 2022, que c'est, alors en marron, c'est les achats de la restauration collective, et en jaune, les achats de la restauration commerciale. C'est quand même majoritairement, pour les trois quarts, la resto collective qui consomme des légumes secs, et pour trois fois plus sous forme pré-cuite pour des simplicités de mise en œuvre. On a près de 5000 tonnes achetées sur du légume sec brut et 14 000 tonnes sur du légume sec pré-cuit, et on voit une percée des alternatives végétales, donc qui sont les substituts de viande qui apparaissent sur le marché depuis quelques années. Euh, et puis, enfin, en parallèle de ça, quand on zoome un petit peu plus spécifiquement sur les achats en sec et les achats en pré-cuit, sans grande surprise, la lentille se cuisinant plus facilement que du haricot sec, la lentille a plus tendance à être achetée en sec, que le haricot sec, qui a lui beaucoup plus tendance à être acheté en pré-cuit. Parce que temps de trempage et temps de cuisson qui sont plus longs, qui font que quand des restaurants veulent mettre en œuvre ce type de produit-là, ils ont plus tendance à acheter des produits pré-cuits que des produits secs. Et si on regarde maintenant les chiffres sur la GMS en slide suivante, on va retrouver à peu près les mêmes tendances, mais plus marquées, avec là en orange foncé les généralistes, donc c'est les grandes et moyennes surfaces, et les spécialisés, c'est la distribution bio.
avec quand même près de 4,5 5 fois plus d'achats en produits apertisés pour 115 000 tonnes. Donc on voit aussi que le marché, sans grande surprise, est beaucoup plus gros pour le moment en GMS qu'en restauration, et 24 000 tonnes en produits secs. Et on retrouve le même distinguo entre des lentilles très, très fortement achetées en sec et des haricots secs beaucoup plus achetés en pré-cuit. Et donc le message derrière ça, c'est que la transformation, c'est un moyen de faciliter l'usage, de développer l'usage, et il y a tout un pan de gamme à développer pour développer la consommation et l'usage de ces légumineuses. Si vous passez à la slide suivante, et quand on regarde un peu aujourd'hui les chiffres de marché, alors ça c'est 2021-2022, mais on voit que c'est bah, que la tendance globale de déconsommation des légumineuses, il y a des poussées timides, mais ça reste encore timide. Alors, notamment, il y a des choses qui se passent sur les tartinables frais, sur les alternatives végétales qui commencent à croître petit à petit, avec les ventes de pâtes alimentaires sèches, par exemple, qui contiennent de la farine de légumineuse, étaient plutôt en tendance à la décroissance, et que les plats cuisinés aussi. Alors, après, c'est une photo à un instant T, donc pas forcément prendre ça comme vérité d'évangile, mais ça montre que enfin, que la croissance massive du marché et de la consommation des légumineuses enfin, se fait encore attendre, et qu'il y a un vrai travail à faire d'innovation sur des gammes de produits pour trouver des choses qui vont séduire les consommateurs et les faire acheter en plus grande quantité. Maintenant, si on passe à la slide suivante, comment est-ce une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on fait concrètement quand on constate que l'enjeu, c'est effectivement la transformation? C'est quelque chose qui a été confirmé, si vous passez à la slide suivante, par un sondage que l'INRAE avait fait en 2021 auprès de cuisiniers de restauration commerciale, de restauration collective, qui plébiscitent très massivement les légumineuses déjà cuisinées pour 43%, les légumineuses pré-cuites pour 57%, et les produits transformés secs, pâtes, farine, etc., pour 74%, dont 40% qui en utilisent déjà régulièrement. Et il y a également un enjeu de faciliter l'usage, parce que on le voit, et c'était l'exemple que je présentais juste avant avec les deux recettes, il y a un enjeu de formation des chefs et de compétences, parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment préparer, comment assaisonner, comment mélanger des céréales et des légumineuses pour que ça soit savoureux, pour que ça soit bon. Et donc, au-delà des aspects de transformation, il y a un très très grand sujet à explorer sur les aspects de formation. Mais si on zoome spécifiquement sur la transformation, le constat, c'est que les légumes secs, c'est indispensable, mais on voit que les légumes secs transformés sont très demandés, et ça nécessite d'avoir des ateliers de première et de seconde transformation pour pouvoir proposer des gammes locales de produits prêts à cuisiner. Et donc ça, c'est ce qui nous a incité chez Foodbiome, alors c'est pour la slide suivante, à se lancer sur un sujet qui s'appelle des légumeries conserveries. On a créé il y a 2 ans une société qui s'appelle Cuisinons nos paysages, qui vise à développer un réseau d'ateliers agroalimentaires de territoire des légumeries conserveries, alors qui sont très, très centrés au début sur le légume et un petit peu le fruit, qui vise à connecter des bassins de production maraîchers avec des cuisines centrales, des cuisines de Restocco, des grossistes et des PME agroalimentaires, pour leur fournir des légumes transformés prêts à l'emploi. Et que dans le modèle économique de ces ateliers-là, le constat était qu'ils étaient souvent assez fragiles, parce que manque de taille critique, manque de capacité à investir dans de la R&D, dans de l'innovation produit, dans du marketing. Et la conviction qu'on a, si vous passez à la slide suivante, c'est que ces outils-là, donc ouais, c'est les fragilités que j'ai évoquées. Donc manque de taille critique, manque de capacité à innover, gamme courte et très très dépendante de la restauration collective.
Il y en a près de 150 en France, hein, des légumeries conserveries, mais il y en a tous les jours qui ouvrent, qui ferment, donc c'est dur de suivre précisément leur nombre. Mais le point commun, c'est la fragilité de tous ces outils à taille territoriale. Et la conviction qui nous a mené à créer Cuisine de nos paysages, c'est, si vous passez à la slide suivante, c'est qu'en mutualisant des compétences, des ressources, en mutualisant des compétences en R&D, en marketing, des ressources commerciales, du financement au bénéfice d'un réseau de légumerie-conserverie, alors on aurait la possibilité de faire émerger un réseau d'ateliers de transformation de territoire à même de travailler en proximité avec des agriculteurs et en proximité avec la restauration hors foyer et les PME agroalimentaires sur un territoire, avec l'idée qu'en mutualisant les fonctions support dans un cœur de réseau au bénéfice d'un réseau de légumerie-conserverie, on pourrait viabiliser des outils qui étaient fragiles et développer des vraies capacités de transformation au plus près des bassins de production et au plus près des bassins de consommation. Parce que c'est aussi ça l'enjeu de développer des filières de légumineuses locales à graines, c'est de relocaliser de la transformation au plus près des bassins de production et au plus près des bassins de consommation. Et donc, je vous parle de légumeries, mais on revient sur le sujet des légumineuses, si vous passez sur la slide suivante, c'est que c'est qu'on a repris un premier atelier, on est en train d'en reprendre un deuxième, mais un premier atelier sur Montpellier, alors sur lequel il y a, dans la région de Montpellier, il y a également un projet de structuration de filière de légumineuses. Un premier atelier qui est situé sur le mine de Montpellier, qui faisait que de la transformation de quatrième gamme pour la Restauco, avec une orientation très forte sur la Restauco publique. Vous voyez qui était très très dépendant à plus de 56% de son chiffre d'affaires de la Restauco publique, avec la difficulté de ces marchés-là, qui sont très saisonniers, car pendant les vacances scolaires, ben, les cantines de Restauco ne commandent pas. Donc il y avait un enjeu d'abord de désaisonnaliser l'activité et de la diversifier, ce qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que la restauration publique ne représente plus que 42% du chiffre d'affaires et que les industries agroalimentaires ont pris une place beaucoup plus conséquente et que le chiffre d'affaires a presque doublé en 2 ans et a été de pair avec l'extension de ce premier atelier membre du réseau Cuisinons nos paysages, le développement de gammes de légumineuses biolocales pré-cuites, parce qu'il y avait une demande de la part des cuisines centrales de la collectivité de disposer de ce type de gamme-là. Et notamment, ça fera le lien avec Yann Bertin, parce qu'il y a une partie des légumineuses qui sont pré-cuites, qui sont des légumineuses qui viennent de chez Graines Équitable. Et donc, on est très, très heureux de ce partenariat-là pour pouvoir proposer à la cuisine centrale de Montpellier bah, des légumineuses qui sont issues du bassin de production local. Et donc, ça nous a amené, slide suivante, à développer un atelier de cuisson de légumineuses locales qui est complémentaire à l'atelier de transformation de légumes de quatrième gamme qui était le premier atelier de transformation pour proposer un atelier de transformation du végétal complet en capacité de traiter aussi bien du légume, du fruit sous format frais que du légume sec sous format pré-cuit avec un process qui est en train d'être mis en place en ce moment même. On va réceptionner les machines la semaine prochaine qui visent à pré-cuire des légumineuses, des céréales et aussi des légumes parce que c'est également une demande de la part de la collectivité et de pouvoir proposer ça sous format 2,5 kg DLC de 21 jours avec toute la gamme complète. Alors, on commence par les légumineuses, les lentilles vertes, le haricot rouge, haricot blanc et pois chiches. On testera les céréales dans un second temps avec du petit épeautre et puis les légumes aussi pour pouvoir faire de la pomme de terre de cinquième gamme pasteurisée, de la carotte de cinquième gamme pasteurisée. Et c'est intéressant aussi d'un point de vue économique parce que quand on cuit des légumineuses, on rajoute de l'eau dans le produit. Alors ça rend un service pour le cuisinier, mais aussi d'un point de vue économique de pouvoir cuire, c'est de rajouter de l'eau dans les produits, d'avoir une masse plus forte. Et là, vous voyez que ça peut multiplier entre
2 et 3, la masse d'un produit, la lentille corail, c'est 2,8 entre le poids sec et le poids cuit. Le poids chiche, c'est multiplié par 2. Pour le boulgour, on voit que c'est multiplié par 4,5. Donc il y a aussi un intérêt économique à faire ça pour, avec la même masse de produits secs entrants, pouvoir avoir plus de masse à la, à la sortie. Et donc de développer ces capacités-là, c'est la promesse d'avoir des outils de territoire qui sont en capacité de transformer tous les produits végétaux à destination de l'alimentation humaine, bien évidemment, et de la restauration collective commerciale et des PME agroalimentaires sur un territoire. Et pour finir, juste un petit visuel, c'est si vous allez sur la slide suivante, de ce à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est des produits pré-cuits sous poche qui sont livrés puis qui sont conservés au frais avec une DLC de 21 jours. Et puis, pour terminer, le petit mot de la fin, et puis ensuite, je laisserai la parole pour les questions et la suite de la présentation. C'est que trois choses à retenir. C'est le premier, c'est qui dit développement de filière locale de légumineuses à graines, ça doit aller de pair avec une réflexion sur le développement des ateliers de transformation, première et seconde transfo, qui accompagnent le développement de ces filières locales, parce que la production seule, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir accompagner l'usage et le développement de gamme jusqu'à l'assiette. Que la légumineuse, dans une assiette, c'est qu'une composante, et qu'on voit dans les cuisines de par le monde que c'est très souvent marié avec de la céréale, et que dans la réflexion de filière, il faut penser aussi quelles sont les céréales qui sont produites sur le territoire qui pourraient être mariées pour proposer des gammes locales mixtes de céréales et de légumineuses cuites pour amener de la diversité dans l'assiette. Et puis enfin, sur le développement des ateliers de transformation, on est très croyant chez Foodbiome dans la logique de réseau, de mutualisation. Un atelier de transformation tout seul, peut-être fragile. Un atelier de transformation au sein d'un réseau qui mutualise des compétences techniques, économiques, qui mutualise de financement, c'est un moyen de viabiliser des outils de territoire qui sont en concurrence, mais mécaniquement avec des outils industriels beaucoup, beaucoup plus gros. Donc c'est aussi une invitation à penser réseau et à aller regarder sur les autres territoires ce qui se fait, et s'il n'y a pas moyen de monter des logiques de partenariat sur des ateliers de transformation pour mutualiser des compétences et du savoir-faire pour viabiliser ces outils extrêmement utiles. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je disais merci pour votre intervention. Alors, j'ai une question. Alors, bonjour. Comment expliquer que sont 14% en 2021 des personnes qui veulent des pâtes ou farines à base de légumineuses secs et aujourd'hui une baisse de 33% des achats de pâtes à base de farine de légumineuses secs? Bah, Et ça, dans le chat. c'est comme le sujet, quand on demande en sortie de caisse aux clients, est-ce que vous voulez acheter plus de produits locaux? Tout le monde dit oui. Après, la réalité, quand on regarde sur les tickets de caisse que les gens achètent pour de vrai, le local et les produits bio sont très très loin de faire l'unanimité. Donc c'est la différence entre les intentions et les actes, et d'où la nécessité de faire de la pédagogie, de former des veillés pour que ces intentions se transforment en actes derrière. Si je vous suis bien, alors, quand il y a les enquêtes et autres, en fait, vous sentez l'engouement et tout, mais en fait, derrière, dans les actes qui vont Mm. montrer qu'effectivement, enfin, ils le font, c'est pas vraiment ça, quoi. On est en train de former en ce moment les chefs des collèges de la métropole de Lyon sur l'usage, enfin, sur la cuisine du végétal et sur l'usage de ces produits-là dans les menus. Et on mesure à travers ces formations-là tout le chemin qui reste à parcourir pour outiller les chefs dans la vie de tous les jours avec des savoir-faire, des compétences sur la préparation de ces produits-là enfin, pour sortir
du saucisse lentille, du cassoulet, enfin de l'imaginaire culturel et culinaire français qu'on peut avoir autour de la légumineuse et aller regarder ailleurs. Et ce qui est dur, c'est que c'est une tâche qui est ingrate, qui est extrêmement longue. Mais si on ne change pas la culture et la compréhension culturelle et culinaire autour de ces produits-là, on n'arrivera pas à faire adopter plus fortement ces produits-là en cuisine. Donc c'est tout ce qui est fait autour de la formation, enfin, de l'éducation est vraiment indispensable pour pouvoir transformer les intentions issues dans les sondages en pratiques réelles dans les assiettes tous les jours. OK. Dernière petite question. J'ai vu dans votre présentation et même là à l'oral que vous accompagnez les gens un peu partout sur la France, donc à Montpellier, mais également du coup là à Lyon, comme vous le disiez à l'instant. Donc vous faites de l'accompagnement potentiellement un peu partout en France. Vous n'êtes pas sur un secteur donné et tout ça. Chez Footbium, je vais dire. Non, non, parce que enfin, les problématiques de développement de filières alimentaires locales sont les mêmes, enfin, sont communes sur tous les départements de France, après avec des spécificités très locales en fonction des filières, mais les sujets de relocalisation, de développement, de circuit logistique, de développement d'outils de transformation sont des problématiques qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est ce qui nous amène à travailler un peu partout en France. Ouais. Bon. Deux autres commentaires, on va peut-être poursuivre. Il y a Monsieur Réau. Il faut éduquer le futur, les consommateurs, entre parenthèses d'enfants, effectivement. Et le régime alimentaire sud-méditerranéen, la Tunisie associe les céréales et les légumineuses à l'exemple du couscous ou des pâtes alimentaires. Bah, enfin, revient sur le sujet de. Ce qui serait super, c'est que des émissions comme Top Chef, par exemple, s'emparent de ce Monsieur, sujet-là et puissent montrer au grand public en fait ce qu'il faut pour changer des perceptions, changer des mentalités, c'est que le média de masse n'empare. Et c'est que la télévision, pour ça, c'est un moyen extrêmement puissant et on voit tout le succès de ces émissions de cuisine. Et si on pouvait avoir des émissions type Top Chef qui s'emparent de ces questions-là, peut-être qu'ils le font déjà, ça aiderait grandement à la compréhension culturelle de ce qui peut être fait. Et après, il y a toute une pédagogie à faire aussi dans les rayons, parce enfin, quand on passe dans un rayon de supermarché, on voit juste une boîte de conserve de lentilles ou un paquet de lentilles secs. On ne se souvient pas forcément de ce qu'on a vu à la télé avant, donc il y a des choses à imaginer aussi sur potentiellement des fiches recettes, de la scénarisation de produits sur le point de vente pour que les gens, quand ils viennent faire leurs courses, pensent à l'usage qu'ils pourraient faire de ces produits-là. Mais il y a effectivement un très très grand chantier à travailler là-dessus et toutes les solutions pour pouvoir parler massivement au grand public, comme la télé ou la publicité sur le point de vente sont utiles de ce point de vue-là. il y a tout un travail d'un point de vue communication et promotionnel, en fait, de l'église à Rennes parce qu'il est vraiment important pour que elle, voilà, c'est ça, il faut travailler sur le côté marketing, tout à fait. Mm. Et les rendre un peu beaucoup plus attractives, en fait. C'est surtout ça. Et il y a des chefs qui sont. Il y en a un qui est très médiatique, qui est Yota Motolenghi, enfin, qui écrit des livres bon, qui ne traitent pas que de la légumineuse, mais qui en utilise pas mal dans ses préparations et qui a voyagé beaucoup dans le monde et qui a ramené plein d'inspirations culinaires qui retranscrit dans ses livres. Et on se rend compte en fait, qu'on peut faire des choses extrêmement bonnes avec des produits comme ça et avec des niveaux de complexité variés selon les types de recettes, mais qu'il faut se décomplexer enfin, l'imaginaire sur ce qui est possible de faire et que la légumineuse, ça peut être très, très, très fun, que c'est pas forcément que du houmous ou que de la lentille carotte avec de la saucisse qui a bien plus que ça à faire. Tout à fait. OK. Merci à vous encore une fois de plus pour votre intervention, pour avoir participé à ce webinaire. On va poursuivre avec la présentation donc, de M. Yann Bertin, qui j'espère il est là. Oui, je le vois. OK. Donc, je vais commencer par passer vos diapos. Alors.
Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de son, parce que j'ai parfois peut-être un petit problème de micro, donc pas de souci particulier sur le son. J'ai pas l'impression. Moi, je vous reçois bien. Impeccable. Donc voilà, Graines Équitable, qui travaille donc avec nos confrères qui viennent de faire la présentation. Donc là, on est à la source, on est à la production. Donc je vais partir un peu sur l'historique de la coopérative. Donc c'est une coopérative située en Occitanie, en zone plutôt sèche, en milieu viticole, mais avec des adhérents répartis sur toute l'Occitanie. Cette coopérative, elle a été fondée par 7 agriculteurs viticulteurs suite aux arrachages. Donc on est dans une zone qui est plutôt viticole et un peu céréalière, d'où l'expérience qu'on a de cultures différentes. Donc Graines Équitable, 7 agriculteurs qui la fondent. C'est une coopérative qui a commencé par travailler sans aucun outil, avec des partenaires en prestation, parce que dans notre secteur, on avait des outils de semences qui avaient encore un peu de temps pour prestation. Donc on a démarré avec des prestataires de services quand on a créé la coopérative en 2014. Et on est allé, à partir de 2019, les outils de prestation étant saturés avec la croissance de la bio, il était temps qu'on réalise un outil. Et donc, grâce à l'agence bio, on a créé cet outil qui a été très vite saturé donc en 2019. Donc, en 2019, on crée cet outil et on progresse assez rapidement. Donc, vous voyez, 6000 hectares, donc 2400 tonnes de céréales et légumineuses, 42 espèces cultivées. 70 agriculteurs, mais dans la réalité, maintenant, on arrive plutôt, on a dépassé les 80, on va arriver à 90 agriculteurs. Et un chiffre d'affaires qui progresse aussi, mais qui a été la crise. Donc, l'organisation de la coopérative, pour ceux qui veulent essayer de travailler ensemble et d'aller sur un modèle un peu comme le nôtre. Donc, c'est une SIC, Société coopérative d'investissement ou d'intérêt collectif, c'est vous qui voyez. Donc, une SIC, ça a plusieurs collèges. Nous, on a donc 5 collèges. Le collège des salariés, maintenant, il y a 5 salariés qui sont membres de la coopérative. Le agriculteur, plus de 80 maintenant. Le collège fondateur et partenaire technique, on a le BioCivam 11, le BioCivam 66, le Civam Empreinte, avec qui on travaille depuis longtemps, qui font partie de ce collège. Il y en a d'autres qui vont arriver, comme le BioCivam 34 et peut-être le GAP 32. Donc, on avance avec nos partenaires techniques en même temps qu'on développe les activités. Le collège client, excusez-moi. Donc, le collège client avec donc 7 clients à ce jour, 10, pardon, 10 clients qui ont adhéré. Et le collège collectivité territoriale qui n'est pas encore activé, mais on en viendra par la suite à cette présentation. Donc, qui devrait être activé avec les partenariats qu'on est en train de tisser à travers un dossier dont on va reparler, un dossier fantastique. Voilà. La base de la coopérative, la base agronomique. Comme tout le monde le sait, l'agriculture biologique, c'est 50%, 50% de céréales, 50% de légumineuses. La particularité chez nous, c'est qu'on associe de plus en plus avec le changement climatique. Il faut savoir qu'on est en première ligne sur le changement climatique. Ça se voit d'ailleurs aux photos. Hein. Les 2 photos que vous avez, vous voyez l'impact de la sécheresse sur les blés et sur la gesse, la photo du bas. Donc, on est dans une zone fortement impactée par le changement climatique. D'ailleurs, s'il y avait des vignes, ce n'est pas pour rien, s'il y avait plutôt des vignes que la céréale, donc à faible rendement de céréales. Et donc, on évolue beaucoup sur les associations de plantes. Mais en Occitanie, on a un avantage, c'est qu'on a 4 ou 5 climats différents. Quand je dis 4 ou 5 climats, vous avez le Gers, par exemple, en ce moment, qui est sous l'eau, qui représente une bonne partie du reste de la France où il y a des excès d'eau. Vous avez le climat du côté de Castelnaudary, qui est un peu moins impacté par les excès d'eau en ce moment, qui est plutôt stable. Et ça peut se retourner, ça peut être l'inverse. Hein. Il peut y avoir une sécheresse sur le reste de la France et des inondations chez nous. Donc on est souvent à l'inverse du climat du reste de la France. Donc les autres climats, on a le Biterrois qui est plutôt soumis, Biterrois, Montpellier. En ce moment, c'est les épisodes Cévenol hein, qui touchent là-bas. Et on a un climat très sec, très aride, qui est le Minervois, le Lézignané, et surtout les Pyrénées-Orientales qui sont malheureusement célèbres cette année à cause de ça. Voilà, donc pour les productions.
Donc, on a donc ces légumineuses et ces céréales qui sont commercialisées. On a une bonne part aussi d'alimentation animale, tout ce qui est orge. On fait aussi des orges brassicoles, des orges en alimentation animale majoritairement. On valorise les légumineuses aussi à ce qu'on appelle les engrais verts. Donc, les engrais verts, c'est tout ce qu'on vend. C'est intéressant, pourquoi? Parce que quand vous faites du triage, quand vous avez un petit triage, vous avez des produits qui sont impropres à la consommation parce qu'il y a quelques impuretés, mais qui peuvent être réutilisés en semences fermières, en engrais verts. Donc les engrais verts, pour nous, c'est plutôt intéressant. Ça permet de valoriser ce qu'on peut appeler des coproduits. On pourrait les valoriser aussi en alimentation animale, mais ça nous permet d'écouler auprès de nos confrères viticulteurs, d'écouler toutes ces graines qui seraient difficilement valorisables. Donc c'est un ensemble assez cohérent entre les semences pour les agriculteurs, les engrais verts, l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Ce qui a beaucoup changé, pendant la période de croissance de la bio, on avait des clients au national, ça ne s'est pas marqué donc, dans la présentation. On avait des clients au niveau national, ne serait-ce que sur le blé dur, où c'était 300 tonnes, ça partait pour les pâtes Humberger, les pâtes grand-mère en Alsace. On a eu la moutarde aussi qui est partie chez SDMR. On nous a demandé de fabriquer de la moutarde à tour de bras pendant que le Canada avait la sécheresse. Et on avait aussi, on a démarré cette coopérative, ce que j'ai oublié de dire au départ, on a démarré cette coopérative sur les blés anciens et l'association avec les luzernes vivantes. Ça, c'est la base de la création de la coopérative. Les luzernes sont toujours destinées en grande partie à germline, pour ceux qui connaissent, les graines à germer. Et les blés anciens sont destinés à des paysans meuniers boulangers et aussi à certains artisans assez célèbres comme Roland Feuillas, BBVA, à Cucugnan, avec des pains de très, très haute gamme, de très haute qualité. Voilà pour la partie alimentation humaine telle qu'elle était au départ. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise de la bio? On est en train de perdre les plus gros clients. Les pâtes grand-mère, ça s'est arrêté d'un coup. Hein. Il y a eu surproduction des blés durs et nous, dans le paysage, on était trop petits pour lutter. La moutarde, dès que le Canada est revenu aux achats, ben c'est pareil. Hein. On continue la moutarde, mais on en vend beaucoup moins. Et pour ce qui est des légumineuses, les gros clients au niveau national, les bassins de production ont évolué. Et donc, nous, on reste sur des productions qui sont plus limitées avec le climat. Et donc, on travaille de plus en plus en local. Et on a donc développé, on a augmenté le nombre de nos salariés, on transforme. Donc, vous ne l'avez pas dans la présentation, mais je vais vous détailler un peu les transformations sur lesquelles on est allé. Donc, on vend à nos confrères des légumineuses graines entières, mais nous, on est allé sur le décortiquage et la farine. Donc, on décortique les légumineuses, que ce soit les pois chiches noirs, que ce soit les pois carrés. Donc, on a différentes diversifications. On fait aussi les farines de légumineuses, que ce soit les farines de lentilles, farines de pois chiches, farines de pois carrés. Voilà, je reviendrai sur la valorisation de ces produits. Je vais aller sur le volet de la coopérative et sur les enjeux agroécologiques. Je reviendrai après sur les productions alimentaires que j'ai légèrement détaillées. Donc, comme je vous disais, l'enjeu des cultures associées qui sont indispensables maintenant avec le réchauffement climatique, c'est ce qui résiste le mieux. L'intégration de l'élevage. Alors, comme vous le savez depuis le début, on est dans une zone viticole avec des risques incendie. Le fait d'avoir des légumineuses, on les fait aussi pâturer et on limite le risque incendie sur le territoire. Et nous, faire pâturer les légumineuses, genre les légumineuses fourragères, les luzernes ou les sainfoins l'hiver, ça nous permet d'avoir des légumineuses graines qui ne sont pas forcément alimentaires en dehors de l'alfalfa, qui peuvent être aussi des légumineuses semences comme le sainfoin, d'avoir des champs de légumineuses fourragères plus propres en les faisant pâturer. Donc c'est un avantage pour nous, c'est un avantage aussi pour les bergers. Donc l'intégration culture-élevage a tout son intérêt. Qui dit semences dit apiculteur. On a des partenariats avec les apiculteurs qui font butiner leurs abeilles sur nos sainfoins, nos luzernes, et sur les moutardes aussi, entre autres. Et ensuite, les couverts végétaux, donc toutes nos espèces, la diversité de nos espèces que l'on revend auprès des viticulteurs, qui, eux, ça leur permet d'améliorer leur sol. Peut-être bientôt, je l'espère, avec la crise viticole majeure qui est en ce moment, peut-être aller bénéficier des crédits carbone
et bénéficier aussi de financement sur les engrais verts. Je leur souhaite parce qu'on a une crise majeure dans notre région qui est à la fois chez les viticulteurs, mais aussi sur les producteurs en bio. Donc on est dans une région qui est en première ligne sur les crises, qu'elles soient crise de marché et crise climatique. Donc sur le rayonnement territorial, la participation du Bio-Civam, de l'INRA, des chambres d'agriculture. Donc on a des partenariats forts avec aussi bien les chambres d'agriculture que les GAB et aussi l'INRAE. C'est ce qui nous a amené à déposer un dossier qui résume un peu tout ce que je viens de vous expliquer sur le rayonnement territorial. Donc, on a déposé un dossier qui s'appelle Fantastique. C'est un AMI démonstrateur territorial qui résume un peu l'ensemble de ce contexte, à savoir ce que j'appelle une agroécologie de territoire. Donc, si vous avez suivi un peu ma présentation sur le rayonnement territorial, à partir du moment où vous avez fait le lien entre les viticulteurs, les éleveurs, alors les éleveurs, ils viennent faucher, c'est plus de 5000 tonnes de foin, les bergers qui viennent pâturer, les apiculteurs et les céréaliers, eh bien, vous avez une agroécologie territoriale qui permet donc de répondre à tous les maillons de la chaîne. Donc, tous les maillons de la chaîne se retrouvent impliqués dans cette démarche, ce qui permet aussi d'envisager, à partir du moment où tout le monde travaille en interaction, des échanges de matières, des échanges de services et un rayonnement à l'échelle du territoire qui permet de combattre la friche. Donc pour mémoire, c'est plus de 100 000 hectares de friche en Occitanie à ce jour. On en a repris au moins 1500 à 2000 avec nos agriculteurs viticulteurs. Mais là, avec la crise viticole qui arrive, et elle n'est pas que dans le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie, l'ex-Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, elle est aussi dans le Bordelais. La question, à partir du moment où on va arracher ces vignes, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, cette possibilité d'avoir une diversification, c'est un enjeu territorial majeur. Voilà. Je vais passer sur les projets stratégiques de développement. Donc, ce fameux dossier fantastique qui a été déposé, c'est un AMI démonstrateur territorial, va nous permettre une structuration de la filière, aussi bien pour les légumineuses, et aussi le lien avec les PAT. Donc, il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'on a cette crise de la bio qui nous a fait perdre nos clients nationaux. Les productions, pour nous, elles n'ont pas baissé. Mais maintenant, notre enjeu, c'est la commercialisation en local. On sait que les marchés nationaux, c'est fini pour nous. Les régions des Hauts-de-France et aussi de Normandie, de Charente ou autres ont des bien meilleurs résultats que dans le sud-ouest sur les légumineuses en pur. Donc, on sait très bien que au niveau des marchés nationaux, on n'aura pas les coopératives du Sud-Ouest. Ça va être compliqué de garder leur leadership. Donc, on s'oriente plutôt vers une transformation des produits. Excusez-moi, hop, je reviens. Voilà, désolé. Donc, ce fonds Avenir Bio va nous permettre d'avancer aussi bien sur la reconquête des friches que sur les enjeux alimentaires. Dans les autres projets territoriaux, vous avez Sagittaire, pour ceux qui connaissent. Sagittaire, vous pouvez regarder sur Internet. C'est tout le lien qu'on a eu avec les éleveurs, les bergers. Tous les liens qu'on a eu sur le territoire avec ces éleveurs et leur développement. Divine Food, donc c'est un lien aussi avec la transformation, tous les produits transformés. On leur a fait tester pas mal de produits. Il y a des étudiants qui sont sur ce dossier qu'on a encore rencontré ce matin. Voilà, donc on a plusieurs projets stratégiques de développement en cours à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont cités, Thiris pour les pois carrés, Occitamix pour les cultures associées, Fibani c'est Montpellier. J'ai peut-être un petit souci, je vous vois plus à l'écran, il n'y a pas de souci, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Okay. Ouais, désolé. Non, j'ai plus le visuel sur la. Je remets. OK.
Voilà, donc Fibani, c'est tout le travail donc, des céréales mineures et légumineuses sur Montpellier, Terrasol et Léguminon pour ceux qui connaissent. Donc, pour arriver à Fantastique, à la slide numéro 3, enfin, et pour détailler un peu mieux qui sont nos partenaires. Donc, comme je vous ai dit, ce projet structuration de la filière de production céréales et légumineuses en AB par le développement d'équipements et d'une organisation collective adaptée au service d'un approvisionnement alimentaire local, RHD, dans la gestion collective. Bon, c'est un peu lourd comme présentation. Sur le côté pratique, donc on est chef de file, on a un consortium dont vous avez la liste, je ne vais pas tous les citer, mais on a surtout au niveau des partenaires, on a les PAT de Carcassonne Agglo, du département et de la Narbonne, du Grand Narbonne. Au niveau des partenaires prestataires, donc on a l'INRAE avec qui on travaille, UMR Innovation, INRAE Oxymix, excusez-moi pour la prononciation, OCBio qui représente les PME d'Occitanie, Divine Food, qu'on a cité tout à l'heure, la SAFER pour la reconquête des friches, Écolocal, donc c'est quelqu'un, dans ce cadre de ce dossier, on a un projet de thèse avec M. Joël Aubé, donc sur la thèse en sociologie. Canopé Consulting qui nous suit pour les recherches en financement et on en a besoin si on veut se développer. Terramea, c'est un laboratoire d'analyse des sols avec qui on va travailler, qui va nous permettre d'analyser l'évolution des sols avec ces engrais verts et leur impact sur les sols, sur la vie microbienne, mais aussi sur la pollution des sols. Voilà. Les cofinanceurs de ce projet, vous avez donc la Banque des Territoires, bien sûr, en premier, le Conseil départemental de l'eau, l'Agence de l'eau, Carcassonne Agglo et le Grand Narbonne. C'est un dossier avec une phase d'étude qui va durer 1 an et demi, qui va être déposé en février et qui va permettre de cofinancer à 50% plusieurs projets qui seront retenus. Je ne vais pas aller dans le détail de tous ces projets, je vais me concentrer sur le sujet du jour, à savoir les légumineuses. Et donc, je vais revenir sur le dossier légumineuses et sur les transformations. Donc, ce qui a été présenté tout à l'heure, l'intérêt des légumineuses, c'est aussi leur faible coût, leur valorisation par la cuisson. Alors, nous, on n'a pas d'outil de transformation pour la cuisson. Donc, pour traiter le sujet des légumineuses alimentaires telles qu'on les travaille, là, vous allez avoir plusieurs photos qui vont apparaître à la fois sur la production et sur les outils de triage. Nous, on s'y est orienté, bon, en dehors du fait qu'on fournit les graines entières, on s'est orienté sur 2 thématiques, le décortiquage et les farines. Décortiquage, on s'est aperçu qu'on pouvait décortiquer à la fois les pois chiches, on décortique aussi ce qu'on appelle les pois carrés, la geste alimentaire. On a diversifié la transformation, donc on a envoyé nos pois chiches décortiqués, gros grains et gestes alimentaires gros grains, on les a envoyés chez Chiche Lyon pour faire du produit apéritif, qui rencontre un certain succès à l'heure actuelle, et qui sortent un peu des graines entières qui sont cuites et aromatisées. Donc ce sont des produits cuits et aromatisés avec différents aromates que vous choisissez. Donc pour nous, c'est piment d'Espelette, fromage pour la gesse, et c'est tomate basilic pour le pois chiche. Voilà, ça c'est pour la partie produit apéritif à base de légumineuses. Transformé à Lyon, puisqu'on n'a pas trop d'outils de transformation agroalimentaire en Occitanie, comme vous le savez. Pour ce qui est des grains décortiqués de petit calibre, on les propose en restoco, et là, il reste un gros travail à faire. L'avantage, c'est le temps de cuisson. Donc, le produit décortiqué en temps de cuisson, il est beaucoup plus court. Hein, on parle de 10 à 15 minutes. La difficulté, c'est l'utilisation. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure, oui, il y a le houmous, mais on peut peut-être sortir des sentiers battus et voir autre chose. Donc, on a cette matière première pas trop facile à cuire, qui mérite à être découverte par les restaurateurs. Alors, on a des restaurateurs qui jouent le jeu. Hein. On a des restaurateurs qui sont novateurs avec des produits tout à fait originaux. Donc, on a dans le cadre des défis locavores, et ces derniers temps, on était donc à Carcassonne avec le maire de Carcassonne où nos produits ont été présentés sur un repas fait par les chefs cuisiniers de l'école Jean Jaurès à Carcassonne.
où il a été présenté nos haricots avec nos lentilles, mais on a eu aussi des gâteaux, le choco chiche à base de farine de pois chiche, qui a eu un véritable succès, et aussi des fondants au chocolat à base de haricots rouges. Donc, vous voyez, ça peut aller aussi bien sur le sucré que le salé. Donc voilà, il y a toute cette diversité, je vais y arriver à le dire, diversité alimentaire qui peut se faire aussi bien pour le salé et pour le sucré. Et pour ce qui est des farines, en diversification, on a des choses intéressantes qui arrivent, comme les fameux panis, mais ceux-là, ils ne sont pas marseillais, désolé pour les Marseillais, ils sont à la base de farine de gesse et qui rencontrent un vrai succès chez les enfants, donc dans les cantines. Donc les panis à base de farine de gesse, si vous mettez les pommes dauphines du commerce à côté, bon, ben, les enfants, vous verrez qu'ils iront plutôt vers les panis. Voilà. Donc on a toute une gamme de produits qui peuvent être utilisés. On a une vente aussi chez les professionnels où on vend de la farine de pois chiche pour des pastiers. On vend aussi de la farine de lentilles pour des petits artisans pastiers aussi qui font des pâtes avec pas que des blés durs, qui font des pâtes aussi avec des blés tendres. Voilà, on a toute cette diversité culinaire qui est en train d'arriver, mais avec un dossier, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, important où il va falloir des personnes qui s'impliquent dans la transformation. Mais un avantage qui a été cité, c'est qu'on est sur des produits pas trop chers et qu'on nous rappelle régulièrement que les budgets de la collectivité ne sont pas conséquents et qu'ils veulent une matière première pas trop chère. C'est le cas. Donc on a une matière première qui est pas trop chère. Le tout, c'est de savoir comment les préparer, les diversifier et rendre les légumineuses plus attractives. C'était le sujet tout à l'heure et ça l'est toujours pour nous aussi. Comment pouvoir rendre plus attrayant toute cette diversité de cuisine que connaissent très bien les pays du Maghreb et sur lequel, jusqu'à présent, l'alimentation est plutôt basée dans ces pays et avec toute la diversité qu'eux savent mettre en place. On pourrait imaginer un intermédiaire entre des plats cuisinés traditionnels d'Afrique du Nord et des produits à base de légumineuses transformées qui ne seront pas forcément un copier-coller des fast-foods, mais qui pourraient être aussi des produits cuits, frits ou autres. Il y a pas mal de pistes intéressantes. Voilà un peu pour l'ensemble de la présentation. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Vous êtes dans les temps. Merci, merci pour votre présentation. Alors, une question. Est-ce que vous cherchez des partenaires exportants en lentilles et pois chiches hors secteur de l'Aude? Alors, on recherche plutôt des partenaires locaux. Comme je vous ai dit, le bassin de production est en train de se déplacer pour les légumineuses. On recherche plutôt des partenaires locaux qui transforment, qui valorisent. Au niveau national, on rechercherait des partenaires sur les produits transformés. Tant que pour l'instant, ça reste un peu minoritaire et qu'on n'est pas trop mal placé sur les farines et sur les produits décortiqués. Mais après, sur la graine, on n'a plus les reins assez solides pour faire des productions conséquentes en volume. Ok. Il n'y a pas autre question. Je pense qu'il a situé peut-être où il se situe. Enfin, je pense, hein, Monsieur Réau. Il a mis Ariège, Mirepoix. Une autre question. Comment déployer votre initiative exceptionnelle à l'échelle nationale? Alors, notre initiative, elle part d'un contexte climatique. Je ne suis pas sûr que le contexte climatique de notre région, je ne le souhaite pas, soit valable sur l'ensemble du territoire. Donc nous, on répond à une problématique climatique et territoriale, mais par contre, on peut extrapoler l'organisationnel coopératif. Vous n'êtes pas sans savoir que la région viticole d'Occitanie est à l'origine de beaucoup de coopératives viticoles. Coopératives viticoles qui, malgré la crise, survivent tant bien que mal. Donc le modèle coopératif viticole qui ressemble un petit peu au nôtre, à une échelle bien moindre pour nous, ce modèle de SIC et d'agriculteurs qui se regroupent, pourquoi pas à l'échelle nationale, mais en évitant les déboires qu'on a connus, déboires qui auraient pu faire qu'on dépose le bilan, à savoir des marchés qui disparaissent. Donc,
favoriser la structuration de coopératives sous forme de SIC agricole, mais garantie par des contrats dans le cadre des PAT ou des clients. Ça, ce n'est pas impossible à l'échelle nationale, à condition, bien entendu, de garantir dans la durée les débouchés. Si on ne garantit pas les débouchés, ce sont des investissements très lourds. Vous le savez aussi bien que moi, on a des coopératives voisines, que ce soit Calisol, Agribio, qui ont fait des investissements lourds et conséquents pour les légumineuses. Encore faut-il pouvoir les amortir. Donc, si vous lancez des agriculteurs sur des investissements lourds, il faudrait imaginer, par exemple pour les Hauts-de-France, l'appui pour avoir une garantie des débouchés. Si vous avez une garantie des débouchés à 5 ans, vous pouvez envisager d'amortir du matériel qui s'amortit normalement sur 12 ans. Ok. Merci pour cette précision-là. Vu que, bon, j'avais une question, vu que vous êtes un peu plus vraiment sur le volet de proximité, ça veut dire que vous ne gérez pas de gros flux de demandes en termes de logistique pour répondre aux besoins des demandes sur votre territoire? Non, on s'est vite aperçu que le blé dur, qui était un marché de niche, nous on faisait 300 tonnes. Il faut savoir que le blé dur, il a été saturé à 10 000 tonnes. 10 000 tonnes de production bio, et il a explosé le marché du blé dur. Donc cette année, il redevient, ce n'est plus un marché excédentaire, c'est un marché en flux tendu, mais sur un marché à 10 000 tonnes, 300 tonnes, on ne pèse pas assez. Donc nous, la logique, c'est de revenir sur une logique territoriale. On est plus sur une logique nationale, voire hors frontières, éventuellement pour les légumineuses graines genre alfalfa. Il faut savoir que chez nous, il s'est semé énormément de luzerne avec la crise de la bio. Donc sur la collecte de légumineuses graines alimentaires, pourquoi pas, à condition d'avoir des partenaires fiables, parce que ces derniers temps, les partenariats financiers ne tiennent plus. Ça devient compliqué. Avec des paiements à 90 jours, on a un peu de mal. Ok. Encore merci pour votre intervention. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Après, comme je l'ai dit, les diapos vous seront envoyés. S'il y a des sollicitations individuelles, je pense que j'ai mis les adresses mail. Vous pouvez toujours contacter les différents intervenants pour avoir plus de précisions si vous avez d'autres questions pour plus tard. Ah, j'ai une question qui vient. Est-ce que, alors, est-ce que ce sont les viticulteurs du territoire qui se sont lancés dans la production de légumineuses en parallèle à la place des vignes? Ou, vous n'avez pas répondu à la question, je reprends. J'ai pas bien compris. Est-ce que ce sont les viticulteurs du territoire qui se sont lancés dans la production de légumineuses en parallèle à la place des vignes? Alors, c'est plus complexe que ça. Comme je vous expliquais, notre coopérative, elle est sur toute l'Occitanie, donc on a aussi bien des céréaliers purs que des viticulteurs. Les viticulteurs, ils ne sont pas allés faire des légumineuses pour faire des légumineuses, ils ont cherché une diversification à l'arrachage de la vigne. Suite à l'arrachage de la vigne, ils cherchent à valoriser leur surface. Et ça va être le cas cette année pour des milliers d'hectares qui vont s'arracher. Donc, ce qu'ils recherchent, les viticulteurs, c'est une solution économique viable. Parce que c'était la seule diversification à peu près viable après les arrachages, dans une période où, je rappelle, la bio était en pleine croissance. Là, à l'heure actuelle, avec les arrachages qu'il va y avoir, on n'a pas une agriculture biologique en pleine croissance qui va permettre d'absorber ces surfaces. Donc la vraie question à l'heure actuelle, c'est les arrachages viticoles, les viticulteurs qui arrachent, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur surface? On est en train de travailler sur plusieurs projets, comme peut-être le caroubier dans les zones les plus sèches, parce que ça évolue très vite. Dans les Pyrénées-Orientales, ils en sont à la mandarine et à l'avocatier, ça fonctionne. Mais on ne sait pas encore si on va réussir à faire survivre certaines productions qu'on développe là-bas, comme le barbu du Roussillon. Donc, ça va faire l'objet d'un dépôt d'un dossier ARC climatique, changement climatique. Donc, il y a des viticulteurs qui vont arrêter la vigne. Qu'est-ce qu'on va faire de ces surfaces? Il y a plusieurs choses à l'étude, mais on a des projets en légumineuses, par exemple le lingot catalan, le haricot, parce qu'on avait des gars là-bas qui irriguaient, qui faisaient du maïs semence. Ça, c'est fini. Donc, à la place du maïs semence, des haricots originaires d'Espagne ou adaptés au climat, oui, ça va être possible. Du haricot mongo, oui, c'est possible.
On a lancé la production de haricots mongo là-bas. Donc, il y a des légumineuses qui sont en train d'arriver, mais avec des gens qui savent utiliser l'eau et qui ont le matériel adapté. Donc, ce n'est pas forcément des viticulteurs. Là, on est sur des personnes qui sont des maraîchers ou des producteurs de légumes de plein champ. Ok, merci. Donc, je pense qu'on va poursuivre avec Monsieur Florent, parce qu'il y a pas d'autres questions. Alors, ok. Bah, Monsieur Florent, si vous êtes là, je pense que on démarre quand vous voulez. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci Travis pour cette introduction. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, donc Florent Desmazières, pardon. Ce que je vous propose, c'est de présenter la société Vivien Paille, donc avec ses différentes activités, et puis de vous présenter ensuite nos enjeux actuels et à venir. Donc, en quelques mots, donc Vivien Paille, c'est une société française, industrielle. Et nous travaillons le grain, alors majoritairement le riz et aussi les légumes secs. On a une maîtrise des filières françaises, hein, tout d'abord avec le riz de Camargue, puisqu'on a une rizerie à Arles. Donc on dispose d'un site principal à Valenciennes, mais aussi un site à Arles qui travaille uniquement le riz. Et puis on a des partenaires assez forts en lentilles vertes, notamment avec le Puy en Champagne, ainsi que le quinoa. Travis, je Oui. vais passer. Juste un petit point historique. Donc Vivien Paille, avant de s'appeler Vivien Paille, ça s'appelait Soufflet Alimentaire, puisqu'en 1987, le groupe Soufflet a racheté, CRRIF et a changé la dénomination en Soufflet Alimentaire. En 1989, Vivien Paille, enfin en tout cas la marque Vivien Paille est née. En 2006, le site Arles a été racheté. En 2007, on a lancé les poches micro-ondas, donc ce sont des poches prêtes à l'emploi. Alors en 2021, le groupe Soufflet a été racheté par le groupe InVivo. Et InVivo nous a vendu Soufflet Alimentaire au groupe Avril. Donc depuis 2022, nous appartenons au groupe Avril. Donc aujourd'hui, nous appartenons au groupe Avril. Rapidement, Avril, c'est un groupe qui a 40 ans. Hein. Ça a été fondé par une démarche collective du monde agricole. Ils sont spécialisés dans différents domaines, hein, l'alimentation humaine, dont Vivien Paille. Il y a aussi des marques comme Le Sieur, que vous connaissez, Puget, Harry & Co. Ils sont développés aussi dans l'alimentation animale, l'énergie avec du biogasoil, la chimie renouvelable, ainsi que des investissements. Vivien Paille, donc spécialiste du riz et des légumineuses, 2 sites de production, comme je vous l'avais indiqué, 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, 180 000 tonnes environ de matière qui transitent sur nos sites, et 300 collaborateurs, dont 30 collaborateurs sur le site d'Arles. Donc voilà, donc on est vraiment des experts en riz et légumes secs. Donc sur la partie épicerie sèche, donc c'est notre métier de base, notre cœur de métier, notre métier historique, qui est le conditionnement du légume sec et du riz, qui sont à destination donc de la grande distribution, ainsi que la RHF. Nous traitons également des plats cuisinés. Donc, comme disait Adrien précédemment, et je pense qu'on a le même constat, hein, aujourd'hui, la consommation des légumes secs a été divisée par 4 en 20 ans. La consommation de légumes secs, c'est environ 5 kilos par an par Français. À titre de comparaison, c'est plus de 40 kilos de pommes de terre. Enfin, voilà, donc les Français consomment très peu de légumes secs parce qu'il y a des freins à la consommation. Les freins à la consommation, c'est quoi? C'est du temps de trempage,
un temps de cuisson qui est plutôt long, alors que les légumes secs, dans l'absolu, ça a quand même beaucoup d'avantages, au-delà de la partie nutritionnelle, mais c'est aussi d'un point de vue économique. Mais on n'arrive pas à retirer ces freins-là. Donc, il était important pour nous, Vivien Paille, d'offrir un format plus adapté au type de la consommation actuelle, donc notamment par des lancements de nouveaux produits, donc par les poches micro-ondables, et également, donc depuis 2024, un lancement en conserve. Donc, ces deux formats, que ce soit, enfin, en tout cas les poches micro-ondables, là, ils sont destinés, on va dire, à la grande distribution ainsi qu'au marché de la restauration hors foyer. Et enfin, la dernière activité, hein, c'est la partie ingrédients. Donc, on fait de la production de farine à destination des autres industriels qui vont les utiliser pour les incorporer dans leurs applications, alors que ce soit dans leur application de boulangerie, dans le snacking sucré, salé. Ça peut être aussi pour des alternatives à la viande ou de la nutrition animale. Voilà. Aujourd'hui, nous avons différents types d'approvisionnement. Vous avez l'intracommunautaire, donc on va dire la France et l'Europe, qui se font majoritairement par camion ou en multimodal. Ça, on le développe de manière importante sur le sud de la France avec notre site Arles, ainsi qu'en Italie. Le multimodal, j'entends par là, c'est une alternative, c'est du camion, du train, du camion. Voilà, donc on met la matière première dans les wagons. Et ensuite, le type d'approvisionnement, c'est les imports, l'importation. C'est quand même la majorité de nos achats qui vont être chargés soit en vrac, soit en big bag. En vrac, quand la matière première arrive au port, donc on travaille majoritairement avec le port d'Anvers, ils sont transvidés dans des péniches et qui va directement arriver sur notre site de Valenciennes, puisque en fait, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite, le site de Valenciennes est juste à côté de l'Escaut, donc juste à côté du port fluvial, qui nous permet en fait directement de décharger la péniche sur notre site de production. Donc les péniches sont d'environ 240 tonnes à 1000 tonnes. Donc ça équivaut environ à 200 voire 300 péniches à l'année sur le site de Valenciennes. Au-delà de la partie écologique et économique, il y a aussi un aspect qui est important, c'est que il faut comprendre que le site de Vivien Paille se situe en plein centre-ville de Valenciennes et 240 tonnes de matières premières, ça équivaut à 10 camions. Et 10 camions, c'est très important puisqu'on n'a pas forcément les capacités de décharger 10 camions aussi rapidement qu'une péniche, tout simplement. Donc ça, c'est sur la partie des déchargements. Et ensuite, on a une capacité donc, en silo, donc des silos de 500 tonnes ou 200 tonnes, ainsi que des capacités de stockage en big bag. Big bag, 1 tonne, j'entends. Bon, Travis. On a différents ateliers. Donc, tout d'abord, la partie usinage. Donc, on usine majoritairement le riz avec 3 chaînes d'usinage et une chaîne d'usinage pour le légume sec avec du l'épierrage, triage trioptique, du calibrage, juste à rendre en fait la graine prête à l'emploi et prête à être conditionnée. Ensuite, nous avons un autre, on parle du conditionnement, vis, slide suivante. Donc, on peut conditionner différents types de conditionnement. Ça part du format individuel, comme les poches micro-ondables, ou au format familial, donc en fait à destination de la grande distribution, avec des boîtes carton qui vont de 500 grammes à 1 kg, voire 2 kg. Et puis après, il y a le conditionnement destiné plutôt à la RHF, donc avec plutôt du conditionnement qui vont de 2,5 kg à 25 kg.
Ensuite, nous avons un moulin, le moulin pour la transformation du produit en farine. Donc, encore une fois, on va transformer, que ce soit les légumes secs ou le riz en farine. Donc, ça part des légumineuses ou du riz, décortiquage, broyage, turboséparation, texturation, traitement thermique, pour en fabriquer soit de la farine, soit de la protéine végétale. Donc, on va fabriquer soit de la semoule, soit de la semouline, soit de la farine, voire même de la farine ultra fine grâce à la micronisation. Donc, les poches, ouais, Ouais. c'est Ok. bon, les poches micro-ondales, donc on a 3 lignes. Donc on a plus de 90 recettes et voilà, notre capacité c'est 33 millions de poches. Voilà, c'est depuis 2007 qu'on a lancé ça. C'est un marché en croissance en Europe ainsi que sur le marché américain et canadien. Ensuite, nous avons les entrepôts de produits finis avec un stock sur le site de Valenciennes avec plus de 6000 m². Un autre site qui se situe à 5 km de Valenciennes, de 11 000 m². Voilà. Moi, je voulais après juste évoquer avec vous certains enjeux également. Donc, tout d'abord, prévu, c'est la slide juste après. On a une raison d'être hein, avec 3 mots phares qui est le bien produire, bien coopérer et bien nourrir. Je vais juste évoquer avec vous le bien produire. Nous, on met l'accent vraiment sur le développement des filières France, notamment avec le riz de Camargue. Les lentilles Hauts-de-France, donc voilà, on a démarré cette belle histoire avec un partenaire il y a 2 ans. On a de grosses ambitions pour développer les filières des légumineuses Hauts-de-France, notamment avec la lentille. Le climat, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. On agit pour le climat avec une diminution des gaz à effet de serre. Comme je vous l'avais dit, avec toute la partie transport, notamment transport en péniche du port jusqu'à Valenciennes, mais notamment, on peut faire des péniches entre notre site d'Arles jusqu'à Valenciennes. On utilise aussi, et puis ça c'est grâce à certains de nos partenaires transporteurs, du biocarburant dans certains de nos certains flux routiers qui utilisent des biocarburants et on essaye de diminuer notre consommation d'eau. On a des filières responsables, donc notamment les filières lentilles, avec une filière bio. On a aussi des AOP avec la lentille du Puy. On a aussi des lentilles labellisées comme la lentille du Berry ou le riz de Camargue qui est un IGP. Voilà. Et ensuite, on va développer l'économie circulaire. Progressivement, on remplace nos emballages plastiques par les emballages papier. Voilà un petit peu la présentation de Vivien Paille avec nos enjeux. Ok, merci Florent pour votre présentation. Ah, je vais voir s'il y a des questions. Alors non, il n'y en a pas. Moi, j'avais une question pour vous. J'ai vu que vous faites un gros effort par rapport à tout ce qui est approvisionnement, mais du coup, pour la distribution vers les points de revente, donc les GMS et autres, vous les faites essentiellement par camion, je suppose, de ce fait. À la GMS, nos flux sont en effet par camion, flux routier, Ok. Vous faites... majoritairement. Ok. Ok. Ouais, j'ai une question. Yann Bertin, donc, quelle différence financière entre les lentilles d'importation et celles produites dans la Hauts-de-France? Avant de parler de différences financières, il y a des lentilles qui sont cultivées. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de répondre aux besoins des clients. Il y a des lentilles aujourd'hui qui sont fabriquées exclusivement dans des produits d'importation et d'autres qui ne sont pas forcément produites en France. En tout cas, ce sont des cultures qui ont quasiment disparu. Je pense par là, la lentille noire en France, elle a quasiment disparu, alors qu'on la trouve dans d'autres pays en apport.
Et ensuite, tout dépend aujourd'hui de quelles lentilles on parle. Nous, aujourd'hui, en France, on est des très gros consommateurs de lentilles vertes, des très gros consommateurs. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux gros pays producteurs. Il y a la France et le Canada. Et le Canada produit quasiment exclusivement pour la France. Et en fait, d'un point de vue financier, tout dépend comment va se passer la récolte d'une année et une autre en France et ou au Canada. Ça fait plusieurs années que c'est assez compliqué la production en France de lentilles, sauf celle qui vient de se passer qui était assez bonne. Et donc, nous sommes obligés, nous, d'importer des lentilles pour couvrir les besoins des consommateurs. Et le prix, en fait, varie chaque année. Ça peut se passer que la lentille import soit plus compétitive et l'inverse également. Juste pour avoir une précision, du coup, les, comment dit-on, les variations climatiques, est-ce que ça joue aussi sur la fluctuation des prix ou pas? Parce que Euh, c'est quand même un peu, enfin, la question doit se poser de se faire en ce sens aussi localement. En tout cas, en France, vous n'arrivez peut-être pas à avoir tout ce que vous voulez en termes de matières premières que vous importez. Ce que peut-être, malgré l'importation, ça vous arrange quelque part. non, ça ne nous apporte pas, mais c'est comme disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, à cause du réchauffement climatique, par exemple, c'est vrai que les rendements dans le sud de la France, notamment des lentilles, euh, historiquement, c'était la zone de production. Et en fait, elle se décale petit à petit, ou en tout cas progressivement, dans le nord de la France. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a lancé les productions locales en lentilles, alors qu'il y a 10 ans, on aurait été incapable, puisque le climat ne le pouvait pas, d'avoir ce type de production. Donc il faut s'adapter, en tout cas les producteurs doivent s'adapter au réchauffement climatique, parce que tous les territoires, en effet, ne peuvent pas produire certains légumes secs. Bon. Alors, nous avons deux autres questions. Comment parvenir à 100% de souveraineté et développer la biodiversité, donc les variétés en lentilles? Euh, les efforts doivent être, en fait, pour moi, à chaque étape, c'est-à-dire déjà le consommateur. Aujourd'hui, c'est aussi au consommateur d'acheter français. Comme disait Adrien tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a une différence entre les intentions d'achat et les actes d'achat. Aujourd'hui, si la lentille verte du Canada est moins chère dans les rayons qu'une lentille verte française, malheureusement, ils vont se tourner quand même vers la lentille canadienne. Euh, donc, euh, donc, comment y parvenir c'est déjà aussi aux consommateurs de se tourner, je pense, et de favoriser, on va dire, la production française. Et après, c'est à nous, en termes industriels, de pousser les producteurs, de mettre en avant les productions et de diversifier les productions françaises. Ok. Deux autres questions d'ailleurs. Donc, de Adrien. Euh, Parmi vos produits, quelles sont les gammes de produits transformés contenant des légumineuses avec la plus forte croissance ces 2, 3 dernières années, les plus demandées par les clients? Euh, Je vous la reprends ou... non, non, ça va, je vais la Ok. lire. Ok. Si, contenant des légumineuses. Euh, ce qui est en forte croissance, c'est vrai que c'est tout ce qui est à base de poches micro-ondables. Les poches micro-ondables, c'est un vrai relais de croissance. Et c'est aujourd'hui ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on voit bien que le légume sec naturel, on va dire aujourd'hui, il n'est pas en croissance. Donc il y a eu tout un phénomène sur des lentilles enfin en tout cas des légumes secs bien spécifiques, notamment labellisés et notamment la partie bio,
depuis quelques années, on va dire, a eu des fortes croissances. Et ça, c'est également grâce au soutien, au soutien de la loi Egalim, notamment, qui oblige d'avoir certains, enfin, en tout cas, des quantités dans les assiettes de la restauration hors foyer de produits bio, de produits origine France. Donc, c'est vrai que ça a tiré le marché vers le haut. Donc voilà, cette partie, on va dire, bio qui a eu des belles croissances ces dernières années. Il y a la partie aussi farine, les produits, toute la partie transformée, produits transformés, et les poches micro-ondables. J'espère qu'il a trouvé réponse dans votre intervention. J'ai une dernière question de Clément. Bonjour, comptez-vous développer davantage de partenariats avec des agriculteurs Hauts-de-France, en particulier à proximité du Valenciennois? Bah, c'est notre objectif, ouais. C'est notre objectif d'augmenter progressivement voilà, les quantités de lentilles dans les Hauts-de-France. Ok. Plus d'autres questions? Merci. Pour votre présentation, M. Florent, je vais leur tourner. Bon, il reste 5 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va progressivement aller vers la fin du webinaire. Donc, encore merci à tous les trois pour avoir souhaité participer et intervenir lors de ce webinaire-là. Je finirai juste par cette dernière petite information. Nous avons une journée publique dans le cadre du projet Philolec qui est prévue pour le 26 novembre. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez y participer, bien vouloir vous inscrire. Donc, ce sera quand même l'occasion de parler un peu plus du projet Philolec, donc de ses avancées depuis sa jeunesse et aussi les projections de l'ambition future de ce projet-là. Et je profite également pour dire encore merci à Vivien Pay pour avoir accepté de nous accueillir pour la visite qui aura lieu ce 26 novembre, même dans l'après-midi. Donc, pour ceux qui veulent participer, qui ne sont pas encore inscrits, bien vouloir vous inscrire avant le 31 octobre. Donc, je vais, donc, de ce fait, s'il n'y a pas autre intervention ou autre question, euh, terminer la séance, finir sur ça pour le webinaire. Encore merci à vous et très bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne fin de Je journée à vous en tous. prie. Au revoir.